Il y a des moments où le ciel cesse d'être simplement bleu pour devenir un espace suspendu entre la vie et l'éternité. Lors d'un vol de fin d'après-midi au-dessus du sud de la France, le vol 237 se mit à trembler comme une feuille morte dans une tempête naissante. Les masques à oxygène tombèrent des compartiments supérieurs dans un claquement sec, les lumières de la cabine clignotèrent de manière erratique, et au cœur de ce chaos soudain, une femme se figea, le souffle coupé. Chloé Dubois, une hôtesse de l'air qui avait perdu la foi des années auparavant, regarda à travers le hublot ovale et vit quelque chose qu'aucun radar, aucune technologie humaine ne pourrait jamais expliquer. À travers les nuages sombres, illuminés par des éclairs silencieux, apparut une figure lumineuse vêtue de blanc, les mains ouvertes dans un geste d'accueil, les yeux d'un calme infini. C'était la Vierge Marie. Quelques secondes plus tard, défiant toutes les lois de la physique et de l'aérodynamique, l'avion se stabilisa avec une douceur surnaturelle. Et des semaines plus tard, lorsque les enquêteurs de la DGAC écoutèrent l'enregistrement de la boîte noire du cockpit, ils entendirent la voix cristalline d'une femme murmurer, distinctement, par-dessus le silence angoissant, « Paix, sois tranquille ». Personne à bord, ni dans le cockpit ni en cabine, n'avait prononcé ces mots. Le vol reliant un petit aéroport près d'un village en Provence à une petite ville de Normandie avait pourtant commencé comme n'importe quel autre jeudi. Le soleil provençal inondait le tarmac d'une lumière dorée et intense, et les passagers montaient à bord, tenant à la main des croissants encore tièdes et des gobelets de café, les écouteurs déjà en place. Chloé Dubois se déplaçait dans l'allée avec une grâce professionnelle, un automatisme acquis au fil des ans, vérifiant les ceintures de sécurité, saluant les inconnus avec un sourire qui n'atteignait plus ses yeux depuis bien longtemps. Elle était hôtesse de l'air depuis près de 10 ans, un métier qu'elle avait autrefois passionnément aimé. Mais après le long et douloureux combat de sa mère contre le cancer, quelque chose en elle s'était brisé. Sa mère, Monique, avait été une femme d'une foi profonde et inébranlable, qui priait son chapelet avant chaque vol sur lequel sa fille travaillait. Chloé, à l'époque, levait les yeux au ciel, amusée par ce qu'elle considérait comme une superstition touchante. Aujourd'hui, elle ne possédait même plus une Bible. Dans la rangée 12 était assise une femme âgée, tranquille, au visage doux et ridé. Lorsque Chloé lui offrit un verre de vin ou un café, la femme lui sourit et plongea la main dans son sac à main. « Je garde toujours ceci avec moi, » dit-elle, tendant à Chloé un petit chapelet en argent dont les perles brillaient doucement. « Gardez-le avec vous, ma chère. Pour que la Sainte Mère vole avec vous. » Chloé hésita, un flot de souvenirs contradictoires l'envahissant, puis elle rit poliment. « Merci, madame. » Elle le glissa dans la poche de son uniforme, se disant qu'elle le laisserait dans son casier plus tard. À l'avant, dans le cockpit, le capitaine Stéphane Martin effectuait les dernières vérifications. 30 ans passés dans le ciel l'avaient rendu imperturbable. « On dirait un ciel calme ce soir », annonça-t-il dans l'interphone. « Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de votre vol. » Pendant l'heure qui suivit, le monde resta ordinaire. Des nuages incandescents dans le soleil couchant. Des passagers lisant, un bébé dormant paisiblement près de l'arrière. Chloé s'appuya contre la porte de l'office, regardant l'horizon s'embraser de teintes oranges et violettes. Pendant une brève seconde, elle repensa à la voix de sa mère, Monique. « Quand tu as peur, cherche Marie dans le ciel. » Elle chassa ce souvenir avec une pointe d'agacement. Mais dehors, quelque part au-delà du ronronnement régulier des moteurs, la lumière commença à changer. Le radar dans le cockpit capta de légères interférences, quelque chose que le capitaine Martin ne pouvait expliquer. Et depuis la tour de contrôle de Marseille, un faible grésillement se fit entendre sur la fréquence. Puis le silence. Le ciel devant eux n'était plus clair. Il était en attente. Dans le cockpit, le copilote, Léo Garnier, fronça les sourcils en regardant l'écran radar. Une zone d'interférence s'épanouissait comme une tache d'électricité statique au-dessus des monts d'Ardèche, pile sur leur trajectoire de vol. « Capitaine, vous voyez ça ?» Martin se pencha, étudiant la tache verte qui pulsait. Oui, on dirait une perturbation électrique, mais la météo était claire. Il manipula la radio. Centre de Marseille, ici vol 237. Nous captons des anomalies sur le radar. Pouvez-vous confirmer une activité orageuse devant nous? Du statique. Puis une voix répondit, faible et hachée, négative 237. Le ciel est, le reste de la transmission se noya dans un sifflement. Martin expira. Probablement juste une interférence au sol. Garde un œil dessus. De retour en cabine,
Chloé se déplaçait dans les allées, sentant une étrange lourdeur dans l'air. Quelques passagers levèrent la tête, mal à l'aise. La lumière qui filtrait à travers les hublots était devenue pâle et métallique, ce genre de gris qui efface les ombres. Un jeune couple se serra la main très fort. Un homme d'affaires ferma son ordinateur portable, jetant un coup d'œil par le hublot alors que le tonnerre grondait au loin. À la rangée 18, un prêtre âgé, le père Jean Lefebvre, était assis tranquillement avec une petite Bible sur les genoux. Lorsque Chloé lui offrit de l'eau, il sourit et dit doucement « Le ciel semble agité ce soir ». Elle hocha la tête, faisant semblant de ne pas comprendre, mais elle le sentait aussi. Quelque chose qui pesait contre la cabine, comme si le monde extérieur retenait son souffle. La voix du capitaine Martin retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous pourrions rencontrer de légères turbulences. Veuillez attacher vos ceintures. » Les panneaux lumineux s'allumèrent. Quelques instants plus tard, la première secousse arriva, douce d'abord, puis plus vive, comme un battement de cœur dans la coque. Les bagages bougèrent dans les compartiments supérieurs. Chloé se stabilisa contre un siège, le cœur battant à tout rompre. Du cockpit, Martin cria « Léo, descends de 2000 pieds. Voyons si on peut passer sous cette couche. » Mais l'écran radar se mit à pulser violemment, son image déformée par des vagues de parasites blancs. Les instruments clignotèrent. Léo tapota le verre. Ce n'est pas une interférence. C'est comme si tout le ciel venait de s'illuminer. À travers le pare-brise du cockpit, les nuages tourbillonnaient en d'étranges spirales, brillant faiblement de l'intérieur. L'horizon avait disparu, avalé par la brume et des éclairs de lumière bleu-blanc. Contrôle de Normandie, ici vol 237, demandons mise à jour météo, appela Martin. Aucune réponse. Puis les lumières de la cabine s'affaiblirent. Chloé se figea, s'agrippant au comptoir de l'office alors que l'avion tremblait à nouveau. Elle entendit des passagers halter, des ceintures se resserrer, et un enfant se mit à pleurer. Le père Lefebvre murmura une prière à voix basse. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », Chloé se tourna vers lui, surprise d'entendre ces mots après tant d'années. Et quelque part au fond de sa poitrine, quelque chose de longtemps endormi commença à s'éveiller. Le premier cri déchira la cabine comme du verre brisé. L'avion fit une embardée violente, projetant boissons et papiers en l'air. Les masques à oxygène tombèrent du plafond avec un claquement brutal. La formation de Chloé prit le dessus. Elle se stabilisa contre les sièges, criant par-dessus le rugissement des moteurs « Attachez tous vos ceintures. Restez calme. » Mais il n'y avait pas de calme. Un bébé hurlait. Quelqu'un priait bruyamment en français. Un autre passager sanglotait. On va s'écraser. Dans le cockpit, les alarmes hurlaient. Les voyants d'alerte rouge illuminaient la console. Chute de pression. Dysfonctionnement du moteur gauche. Cria Léo. La voix du capitaine Martin resta ferme, mais ses yeux le trahissaient. Redresse les ailes. Ramène-le. Ramène-le. Dehors, le ciel était en ébullition. Les nuages se tordaient comme de la fumée, brillant des éclairs qui semblaient trop proches, trop délibérés. À l'intérieur de la cabine, Chloé se déplaçait de siège en siège, aidant les passagers à mettre leur masque à oxygène. Ses propres mains tremblaient. Elle avait déjà connu des turbulences, mais jamais comme celle-ci. L'avion chuta à nouveau. Des plateaux volèrent. Les lumières s'éteignirent, plongeant la cabine dans une pulsation d'obscurité et de blanc électrique. Dans ce chaos stroboscopique, Chloé aperçut le père Lefebvre. Toujours assis, la tête baissée, murmurant le « Je vous salue Marie ». Elle trébucha vers lui, s'agrippant au bord d'un siège pour garder l'équilibre. « Mon père, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ?» Il leva les yeux, calme au milieu de la panique. « La peur nous aveugle, dit-il doucement. Mais la foi voit à travers la tempête. Souvenez-vous de cela. » Une détonation assourdissante déchira la cabine. Un éclair de lumière aveuglante engloutit tout alors qu'un éclair frappait l'aile gauche. L'avion sursauta violemment puis plongea à nouveau. Les gens hurlaient, le son brut et désespéré. Chloé tomba à genoux, son dos heurtant violemment un siège. La douleur lui traversa la colonne vertébrale, mais elle se força à se relever. Elle pouvait entendre la voix tendue du capitaine dans l'interphone. « Mayday, Mayday. Vol 237,
moteur 2 en panne. Demandons descente immédiate. Le signal se coupa au milieu de la phrase. Pendant un instant, il n'y eut que le vent et le son des cœurs qui se brisaient. Puis Chloé regarda par le hublot le plus proche. Le ciel extérieur n'était plus sombre. Il était vivant, vibrant de lumière. Les nuages se fendaient par vagues, révélant une étrange lueur radieuse. Ce n'était pas un éclair. C'était autre chose. Les turbulences se calmèrent juste un peu, assez pour qu'elle puisse respirer. Son regard se fixa sur cette lueur, d'un blanc doux, de forme presque humaine, planant juste au-delà de l'aile. Son pouls ralentit. Le bruit autour d'elle s'estompa. C'était une silhouette, et à travers le verre fin du hublot, elle vit ce qui ressemblait à des mains ouvertes, douces, tendues vers l'avion. Les lèvres de Chloé bougèrent sans qu'elle y pense. Mère de Dieu, la voix du prêtre fit écho à son murmure. Sainte Marie, priez pour nous. Et dehors, la lumière devint plus vive. Le cockpit était un chaos indescriptible. Des alarmes stridentes, des cadrans qui tournaient, des voix qui se superposaient. Altitude en baisse, 9000 pieds et ça continue de chuter, cria Léo. Tente un redémarrage sur le moteur 2. Aboya le capitaine Martin, agrippant le manche à deux mains. Allez, tiens bon. Mais l'avion continuait de trembler, secoué comme un oiseau géant à l'aile brisée. Dehors, des éclairs zébraient les nuages en veines blanches déchiquetées. La radio était saturée de parasites. Aucune voix, aucune tour de contrôle, aucun espoir. Contrôle de Normandie, ici vol 237. Vous nous recevez? Rien. Puis tout s'arrêta. Pas l'avion, mais le son. Les alarmes se turent. Les parasites s'évanouirent. Même le rugissement du moteur s'estompa dans un silence étrange, suspendu. À l'intérieur de la cabine, chaque passager se figea. L'air était épais et bleu, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le chapelet d'une femme flottait en apesanteur, comme si la gravité avait oublié sa fonction. Et puis une lumière fleurit à l'extérieur du côté gauche du fuselage, non pas aveuglante, non pas violente, juste un rayonnement pur et constant. Chloé se tourna, le souffle coupé. À travers le hublot ovale, une silhouette se formait, faite de lumière, mais incontestablement humaine. Un voile blanc flottait comme de la soie dans le vent, et une douce lueur bleue encadrait son visage. Ses yeux, tendres, emplis de chagrin, infini, regardaient droit vers Chloé. Même à travers le verre, c'était comme si elle se tenait juste là, assez près pour la toucher. Chloé ne pouvait plus bouger. Des larmes emplirent ses yeux. Les lumières de la cabine clignotèrent une fois, puis s'éteignirent complètement, comme si elle s'abandonnait à cette clarté céleste. Les lèvres de la silhouette bougèrent, mais aucun son ne traversa l'air. Et pourtant, à l'intérieur de l'esprit de Chloé, une voix parla, douce et claire. « Paix, mon enfant. » Son corps se mit à trembler. Chaque peur, chaque culpabilité, chaque muraille en elle commença à s'effondrer. C'était la voix de sa mère, et pourtant non. C'était à la fois familier et éternel. L'avion se stabilisa soudainement, glissant à travers la tempête comme s'il était bercé par des mains invisibles. Les masques à oxygène cessèrent de se balancer. Les passagers haltèrent, réalisant qu'ils ne tombaient plus. Dans le cockpit, Martin cligna des yeux devant ses instruments. Mais quoi? Tous les systèmes sont normaux. Moteur de nouveau en ligne. Léo, tu vois ça? Léo fixait les écrans, sans voix. C'est comme si nous n'avions jamais perdu de puissance. Dehors, la lumière commença à s'estomper. La silhouette sourit une seule fois avant de se dissoudre dans les nuages. Pendant un instant, l'avion tout entier sembla enveloppé de paix. Même les pleurs cessèrent. Chloé tomba à genoux, serrant le chapelet en argent qui était resté dans sa poche tout ce temps. Ses lèvres bougèrent silencieusement, formant des mots qu'elle n'avait pas priés depuis des années. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle crut à nouveau. » Pendant près de 10 secondes, personne ne parla. Le silence à l'intérieur du vol 237 semblait sacré, fragile, comme l'air après un hymne. Puis les moteurs se remirent à ronronner, doux et rythmés, comme si rien ne s'était jamais passé. L'avion se redressa, montant doucement à travers la dernière couche de nuages jusqu'à ce que le monde extérieur devienne blanc. Dans le cockpit,
les mains du capitaine Martin étaient toujours crispées sur les commandes. La sueur perlait sur son front. Les moteurs sont revenus, murmura Léo. Les 2 lectures sont normales. Pression de la cabine rétablie. Martin secoua la tête, incrédule. C'est impossible. Nous étions à quelques secondes de perdre la portance. De l'interphone, une rafale de parasites crépita, puis disparut. Les ondes s'éclaircirent, ne laissant que le murmure de la vie qui revenait. Dans la cabine, les passagers commencèrent à s'agiter. Quelqu'un sanglotait doucement. Un enfant demanda « Maman, ça va ?» Et quelque part au milieu de la cabine, une vieille femme se mit à prier à voix haute, sa voix tremblante mais reconnaissante. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », Chloé se tenait figée près de la rangée 14, une main sur son cœur, l'autre serrant le petit chapelet en argent si fort qu'il laissait des marques sur sa peau. Le père Lefebvre se leva lentement de son siège, stable malgré les turbulences qui avaient secoué tous les autres jusqu'à la moelle. Il regarda autour de lui, vit les visages, larmoyants, hébétés, humbles, puis se tourna vers Chloé. « Qu'avez-vous vu » demanda-t-il doucement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit d'abord. Puis, dans un murmure, elle était là à l'extérieur du hublot. Elle a dit, « Paix, mon enfant. » Le père Lefebvre ne le remit pas en question. Il hocha simplement la tête, les yeux brillants. « Alors la paix vous a trouvé, et à travers vous, nous tous. » À ce moment, les derniers nuages se séparèrent. À travers les hublots, les passagers virent quelque chose d'extraordinaire. Une colonne de lumière s'élevant entre les nuages, douce et bleue, comme un chemin taillé dans le ciel. Des halètements parcoururent la cabine. Certains levèrent leur téléphone pour prendre des photos. D'autres restèrent simplement à regarder, émerveillés. Mais les appareils photos ne capturaient rien, seulement de la brume et de la luminosité. La lumière n'était que pour leurs yeux. Le capitaine Martin regarda par son pare-brise, stupéfait. « Jamais vu un ciel comme celui-ci en 30 ans, murmura-t-il. Dans l'office, les larmes de Chloé coulaient librement maintenant. Elle pressa le chapelet contre sa poitrine, murmurant à travers ses sanglots, « Merci. Merci de ne pas m'avoir laissé oublier. » Le vol se poursuivit dans un air calme. Plus d'éclairs, plus de vent. Juste un ronronnement tranquille et la lumière du soleil se déversant sur les ailes. Et dans ce calme fragile au-dessus de la France, la foi perdue d'une femme était rentrée à la maison. Lorsque le vol 237 atterrit dans la petite ville de Normandie, les passagers éclatèrent en applaudissements, inégaux, tremblants, mi-incrédules, mi-soulagés. Les lumières de la piste scintillaient à travers la pluie nocturne comme des larmes. Le capitaine Martin expira profondément, ses jointures toujours blanches sur le manche. « On a réussi », murmura-t-il. Léo hocha la tête, les yeux fixés sur le tableau de bord. « Oui, mais comment ?» Dans la cabine, Chloé aidait un homme âgé trop secoué pour bouger à déboucler sa ceinture. L'air sentait légèrement l'ozone et quelque chose de doux, comme des roses après un orage. Personne ne pouvait l'expliquer. Mesdames et messieurs, la voix du capitaine, encore instable, retentit dans l'interphone. « Merci de votre patience. Nous avons atterri en toute sécurité. » Il n'y eut pas d'acclamation, juste des sanglots silencieux et des prières murmurées. Le père Lefebvre s'approcha de Chloé alors que les passagers débarquaient. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement. Chloé hocha la tête, incapable de parler. « Alors ne le dites à personne pour l'instant, » dit-il à voix basse. « Pas avant que vous ne compreniez ce qu'elle voulait que vous voyiez. » Des heures plus tard, à l'intérieur du bureau des opérations aéroportuaires de la petite ville de Normandie, l'enregistreur de voix du cockpit fut retiré pour un examen standard. 2 enquêteurs de la DGAC s'assirent avec le capitaine Martin et Léo pour réécouter les minutes critiques. Du statique, le bruit des alarmes, la voix du capitaine criant des ordres, puis le silence. Et sous ce silence, une voix. Féminine. Calme. Assez douce pour que chaque homme dans la pièce se penche plus près. Paix. Sois tranquille. Les enquêteurs échangèrent un regard. Capitaine, était-ce un membre de votre équipage ? Martin secoua lentement la tête. Il n'y avait pas de femme dans le cockpit. La main de Léo tremblait. Ce n'était pas non plus l'interphone. Mauvais canal.
C'est passé par la fréquence de nos casques. L'enregistrement se termina. Aucun d'eux ne parla. Aurait-ce pu être une interférence? Suggéra l'un des enquêteurs, un signal parasite. Martin le regarda, les yeux humides. Une interférence ne vous dit pas d'être tranquille, mon garçon. À l'extérieur du bureau, la tempête sur la Normandie s'était calmée. L'air était clair. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel noir. Chloé se tenait près de la fenêtre du terminal, regardant d'autres avions décoller. Chaque fois qu'un avion s'élevait à travers les nuages, elle murmurait une prière, non pas par peur cette fois, mais par gratitude. Et dans le reflet de la vitre, l'espace d'un battement de cœur, elle crut voir un léger scintillement bleu, comme la traînée d'une présence passagère. Elle sourit. Peut-être que personne ne croirait jamais ce qui s'était passé au-dessus de la France, mais pour elle, la croyance avait déjà repris racine. Le lendemain matin, l'histoire était partout. Les journaux locaux parlaient d'une quasi-catastrophe transformée en mystère. La DGAC publia une brève déclaration. Irrégularité mécanique. Enquête en cours. Mais parmi les passagers, l'histoire avait déjà pris une autre forme. Il parlait d'une étrange lumière bleue qui avait rempli la cabine, d'un calme venu de nulle part alors que tout aurait dû se terminer. Une femme écrivit sur les réseaux sociaux, « J'ai vu une silhouette à l'extérieur du hublot. » On aurait dit elle. Un autre répondit, « J'ai ressenti une paix, comme si quelqu'un tenait l'avion. » Le capitaine Martin évitait les interviews. Léo aussi. Tous deux refusaient de discuter de l'enregistrement. Mais dans le salon de repos de l'équipage de la compagnie aérienne, les chuchotements se propageaient. Il y avait une voix dans le cockpit, une voix de femme. Pour Chloé, le monde était devenu silencieux. Après le débriefing, elle retourna à sa chambre d'hôtel, son uniforme sentant encore faiblement le métal brûlé et les roses. Elle s'assit sur le bord de son lit, le petit chapelet en argent à côté d'elle. Ses mains tremblaient en le touchant. Elle n'avait pas prié depuis une décennie, pas depuis la chambre d'hôpital où sa mère avait rendu son dernier souffle. Cette nuit-là, elle ouvrit le tiroir, trouva une Bible, édition Louis II, et l'ouvrit au livre de Marc. Ses yeux tombèrent sur les mots, et il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer, « Silence. Tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Elle porta la main à sa bouche, tremblante. Les mêmes mots que dans le cockpit. De l'autre côté de la pièce, un léger courant d'air fit bouger les rideaux, bien que la fenêtre soit fermée. Elle leva les yeux, et l'espace d'un battement de cœur, elle jura sentir le parfum de sa mère. Le lendemain matin, elle se rendit à la petite chapelle de l'aérogare, vide, silencieuse, cachée entre les cafés et les portes d'embarquement. Chloé s'agenouilla sur le sol carrelé et froid, serrant le chapelet. « Merci, murmura-t-elle, d'être revenu pour moi. » Ses larmes tombèrent sur les perles. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas perdue. Elle se sentait tenue. Dehors, les avions s'élevaient dans la lumière de l'aube, des ailes d'argent disparaissant dans les mêmes nuages où elle avait vu la lueur de la Vierge. Tous les passagers du vol 237 ne crurent pas à ce qui s'était passé. Certains parlèrent de chance. D'autres de coïncidence. Mais Chloé savait. Parce que la foi lui était revenue non pas avec le tonnerre, non pas avec des preuves, mais avec un murmure qui disait « Paix, mon enfant ». La nuit suivant l'atterrissage semblait irréelle, trop calme pour quelqu'un qui avait frôlé la mort de si près. Chloé était allongée sur son lit d'hôtel dans la petite ville de Normandie, fixant le plafond. Les lumières de la ville peignaient de pâles lignes orangées sur les rideaux. Son téléphone vibrait sans arrêt. Des SMS de collègues, d'amis, un déluge de messages, « Tu vas bien ?» Mais elle ne répondit à aucun. Dans le silence, son esprit rejouait tout. Les éclairs, les voix, le calme impossible, et puis ces mots. « Paix, mon enfant. » Elle se redressa brusquement, le cœur battant, le son résonnant encore dans sa mémoire, non pas comme un bruit qu'elle avait entendu, mais comme quelque chose qu'elle avait ressenti au plus profond d'elle-même. Elle se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait en contrebas, affairée, indifférente, vivante. Des avions clignotaient faiblement au loin, traversant le même ciel qui avait failli l'avaler. Chloé ouvrit le petit tiroir de la table de chevet, sortit le chapelet en argent et le tint à la lumière. Il brillait doucement, comme s'il portait encore la lueur des nuages.
Elle s'assit sur la moquette et murmura, « Je ne sais plus comment faire ça, mais si vous êtes là, si vous l'avez vraiment envoyé, s'il vous plaît, ne me laissez pas oublier. » Sa voix se brisa. Les larmes vinrent facilement cette fois. Alors qu'elle priait maladroitement, l'air dans la pièce changea. Le bourdonnement de la ville s'estompa, remplacé par un silence qui semblait presque vivant. Un doux parfum emplit l'air. Des roses fraîches, reconnaissables entre toutes. Chloé se figea. « Maman, murmura-t-elle. » Puis elle l'entendit à nouveau, non pas avec ses oreilles, mais avec son âme. « Paix, mon enfant. » La même voix, la même chaleur. Elle se couvrit le visage de ses mains, secouée de tremblements. « Je suis désolée, sanglota-t-elle. Je vous ai repoussé si longtemps. » Dehors, le tonnerre gronda faiblement au loin, mais aucune pluie ne suivit. Seulement un bref éclair de lumière qui peignit les nuages d'un bleu profond. Quand elle regarda de nouveau par la fenêtre, pendant une seconde, elle crut voir une silhouette indistincte, douce, radieuse et immobile. Elle disparut avant qu'elle ne puisse murmurer son nom. Chloé s'endormit sur le sol, le chapelet à la main, les larmes séchées sur ses joues. Et quand elle se réveilla avant l'aube, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un calme plus profond que le sommeil. Non pas l'absence de peur, mais la présence de la paix. 3 jours plus tard, le monde était déjà passé à autre chose. Mais pour 3 personnes, le vol 237 n'était pas encore terminé. Chloé était assise seule dans un bistrot en face de la chapelle Saint-Joseph, près de l'aéroport normand. Le chapelet reposait sur la table à côté de sa tasse de café intacte. Elle ne cessait de jeter un coup d'œil à la porte, attendant. À 9 heures, le capitaine Stéphane Martin arriva, en civil. Sa posture portait encore la raideur du commandement, mais ses yeux étaient plus doux maintenant, hantés, presque révérencieux. « Merci d'être venu, dit-il tranquillement. » Quelques minutes plus tard, le père Lefebvre apparut, son manteau drapé sur son bras, une Bible sous l'autre. Il leur fit un signe de tête. « Je pense qu'il est temps que nous parlions. » Ils traversèrent la rue ensemble, se glissant par l'entrée latérale de la chapelle. À l'intérieur, les lumières étaient tamisées. Seules quelques bougies vacillaient devant le tabernacle. Le capitaine Martin posa un petit appareil noir sur le banc, une copie de l'enregistreur de voix du cockpit. « J'ai fait une copie, dit-il. La DGAC ne publiera jamais ça, mais vous devez tous les deux l'entendre. » Il appuya sur lecture. Statique, le rugissement du vent. Puis la voix de Martin, altitude en baisse, moteur 2, puis plus rien. Pendant 5 longues secondes, le silence. Et puis, clair comme de l'eau de roche, la voix d'une femme. Paix. Sois tranquille. Pas robotique, pas déformée. Humaine, douce, indubitablement réelle. Chloé porta la main à sa bouche. Les larmes montèrent instantanément. C'est elle, murmura-t-elle. C'est la voix que j'ai entendue. Le père Lefebvre ferma les yeux, murmurant avec admiration les mêmes mots que dans l'évangile de Marc, quand le Christ a calmé la mer. Il ouvrit sa Bible et lut doucement, et il dit au vent, « Silence. Tais-toi. » Et il y eut un grand calme. Les 3 restèrent assis en silence alors que la lecture se terminait. Martin baissa les yeux, secouant la tête. J'ai enregistré plus de 20 000 heures de vol. J'ai vu toutes les pannes, toutes les tempêtes, mais rien ne ramène un avion d'un moteur en panne comme ça. Le père Lefebvre le regarda avec bienveillance. Alors peut-être que ce n'est pas le moteur qui est revenu. Peut-être que c'est la foi. Un léger son résonna dans la chapelle, le vent frôlant les vitraux. La lumière des bougies vacilla, dansant sur l'image de la Vierge Marie au-dessus de l'autel. Chloé se tourna vers elle. Pendant un instant, elle crut voir les yeux peints briller comme de la rosée sur du verre. Elle sourit à travers ses larmes. Elle était avec nous, dit-elle. Et peut-être qu'elle l'est toujours. L'enquête commença discrètement. Dans les 48 heures, 2 agents fédéraux de la DGAC arrivèrent au bureau de la compagnie aérienne. Ils interrogèrent chaque membre de l'équipage, examinèrent les journaux de maintenance et tirèrent des données des tours radars de 3 régions. Le capitaine Martin, calme mais las, répondit à chaque question à la lettre, sauf une. « Capitaine, demanda un enquêteur, que s'est-il passé entre 20h13 et 20h17 ? Les données montrent que les 2 moteurs ont perdu de la poussée, pourtant l'avion a maintenu son altitude.
Martin fit une pause, regardant ses mains. Je ne peux pas l'expliquer, dit-il finalement. Mais nous n'étions pas seuls. Les agents échangèrent un regard, mais n'écrivirent rien. Dans le rapport officiel publié des semaines plus tard, le résumé disait « Le vol 237 a connu une anomalie simultanée des moteurs suivie d'une récupération inexpliquée du système. Aucune cause technique identifiée, classée comme récupération inexpliquée. Aucune mention de lumière, aucune mention de voix, juste des mots stériles pour quelque chose qu'aucun instrument ne pouvait mesurer. » Mais les histoires ne restent pas silencieuses longtemps. Sur les réseaux sociaux, les passagers commencèrent à publier leurs témoignages. Un podcast reprit l'histoire, Miracle dans le ciel. Les présentateurs télévisés des journaux locaux souriaient avec scepticisme, mais ne pouvaient cacher leur curiosité. Sauf que l'histoire ne s'est pas estompée. Le père Lefebvre reçut des lettres d'inconnus de tout le pays. Des gens racontaient comment ils avaient recommencé à prier pour la première fois depuis des années. Un pilote de l'île écrivit « Je n'étais pas sur ce vol, mais j'ai vu une lumière dans les nuages une fois. Je pense que c'est elle. » Pendant ce temps, Chloé retourna au travail, mais elle était différente. Avant chaque vol, elle touchait le chapelet dans sa poche et murmurait une seule prière. Si vous volez toujours avec nous, protégez-les. Le capitaine Martin ne parla jamais publiquement de ce qu'il avait vu. Mais sa femme raconta plus tard à un journaliste que chaque dimanche depuis cette nuit-là, il assistait à nouveau à la messe, pour la première fois en 20 ans. À Paris, le rapport dormait dans un classeur étiqueté « Affaires classées ». Mais dans les coins tranquilles de la foi, quelque chose s'était rouvert. Et pour les passagers du vol 237, aucune explication technique ne pourrait jamais effacer le souvenir de ce calme impossible. La nuit où le ciel a murmuré à travers la tempête. 2 semaines plus tard, Chloé rentra chez elle, dans son village en Provence. L'endroit semblait le même, paisible, baigné de soleil, mais quelque chose en elle avait changé pour toujours. Le bruit des cigales ne couvrait plus le silence. Elle avait appris ce que le silence pouvait contenir. Le dimanche matin, pour la première fois en 10 ans, elle entra dans la petite église paroissiale du village, la même que sa mère fréquentait. C'était simple, ancien et à moitié vide. La poussière flottait dans la lumière du soleil qui traversait les bancs. L'odeur de cire et de lys emplissait l'air. Chloé hésita sur le seuil, serrant le chapelet en argent. Un souvenir la frappa. La dernière fois qu'elle était ici, debout à côté du cercueil de sa mère, en colère contre le ciel de ne pas avoir écouté. Elle faillit faire demi-tour. Mais alors, un son familier, le murmure silencieux de la prière de quelques femmes âgées, l'attira à l'intérieur. Elle s'assit au dernier rang, fixant la statue de la Vierge Marie au-dessus de l'autel. Ses yeux suivirent chaque courbe du marbre, l'expression douce, les mains ouvertes. Cela ne ressemblait en rien à la figure radieuse qu'elle avait vue dans les nuages, et pourtant, c'était exactement la même. Chloé murmura « Je ne sais plus comment prier ». Les larmes montèrent à ses yeux. Elle laissa tomber le chapelet sur le banc en bois et enfouit son visage dans ses mains. J'étais en colère. Je suis parti. J'ai cessé de croire que vous vous en souciez. Sa voix se brisa. Mais vous êtes venu pour moi, là-haut, quand je ne le méritais pas. Une brise entra par la porte ouverte, douce et fraîche. Les bougies vacillèrent, et de quelque part près de l'autel vint le léger parfum de rose. Chloé leva la tête. Un seul pétale, d'un rose tendre, flotta de nulle part et atterrit à côté du chapelet. Elle sourit à travers ses larmes. « Maman, murmura-t-elle. Tu avais raison. Elle était avec moi. » Elle se leva et se dirigea vers l'autel, déposant le chapelet au pied de la statue. L'argent brillait sous la lumière des bougies. Alors qu'elle reculait, la lumière du soleil traversa le vitrail, projetant une lumière bleue et dorée sur son visage. Elle la sentit chaude, non pas à cause du soleil, mais de quelque chose de plus haut. Pour la première fois depuis des années, Chloé se signa et pria sans mots, seulement avec gratitude, seulement en paix. Et dans cette petite église provençale, au milieu des murmures et de la lumière, sa foi était rentrée à la maison. 6 mois plus tard, le vol 237 était devenu une légende silencieuse. Il n'avait jamais fait les gros titres nationaux, mais parmi les pilotes et les équipages de cabine, l'histoire flottait encore comme une prière secrète portée par le vent. Chloé avait continué à voler. Ce matin-là, elle était affectée au vol 410 de son village en Provence vers la petite ville de Normandie. Le même trajet,
la même heure, la même portion de ciel. Elle sourit en le voyant imprimé sur le planning. Le lever de soleil sur la Provence était doux et rose. Les passagers embarquèrent tranquillement. La vie dans toute sa fragile normalité. Avant le décollage, Chloé se rendit à l'office, ferma les yeux et murmura « Bénissez-les, mère. Protégez-les. » Lorsque l'avion traversa la première couche de nuages, elle jeta un coup d'œil par le hublot. Le ciel était calme, d'un bleu infini. Pas d'éclairs, pas de tempête, juste la paix. Pourtant, alors qu'ils atteignaient l'altitude de croisière, elle sentit un calme familier l'envahir, le sentiment que quelqu'un était proche. Quelque part dans le ronronnement des moteurs, Chloé crut entendre quelque chose de faible, comme un battement de cœur ou un murmure porté par l'air. Elle se pencha vers le hublot. La lumière du soleil scintillait sur l'aile. Pendant une brève seconde, elle le vit à nouveau. Une lueur, d'un blanc bleuté, planant au bord des nuages, douce, veillant. Pas une vision cette fois, mais une présence. Chloé sourit, les yeux humides. « Toujours en vol avec nous », murmura-t-elle. Du cockpit, la voix familière du capitaine Martin retentit dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous avons atteint notre altitude de croisière. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de la vue. C'est une belle journée au-dessus des nuages. » Les passagers s'installèrent. La lumière du soleil inondait la cabine. Et dans ce calme, Chloé murmura une dernière prière, non pas pour la sécurité, mais pour la gratitude. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Dehors, les nuages s'écartèrent juste assez pour laisser un seul rayon de lumière tomber sur son siège. Un calme comme nul autre n'emplit son cœur, et quelque part entre ciel et terre, un murmure répondit, doux, éternel. Paix, sois tranquille. Il y a des tempêtes qui nous brisent et des tempêtes qui nous ramènent à la maison. Pour Chloé Dubois, la foi est revenue non pas dans une église, mais à 9000 mètres au-dessus du monde, où la prière d'une mère, un chapelet et un murmure de grâce ne firent plus qu'un.